Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre dans Décryptage 360, votre rendez-vous d'analyse de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Au sommaire ce soir, au Burkina Faso, le gouvernement poursuit sa dynamique de modernisation avec l'inauguration de 8 nouvelles voiries stratégiques à Ouagadougou pour un investissement de plus de 40 milliards de francs CFA. Sécurité, mobilité, développement, ces infrastructures traduisent-elles donc une nouvelle vision de la gouvernance et de la souveraineté nationale? Nous irons ensuite au Sénégal où le limogeage donc de Ousmane Sonko continue donc de susciter interrogations et inquiétudes. Quel avenir pour la stabilité politique sénégalaise et quelles conséquences pour la sous-région? Voilà les principaux thèmes donc de cette émission. Avec moi sur ce plateau, monsieur Issaka Kourago, il est écrivain et communicant. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir à vous et bonsoir à tous nos téléspectateurs. Merci d'avoir accepté donc notre invitation. Alors, nous ouvrons donc cette émission avec le Burkina Faso. Le Premier ministre Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo a inauguré plusieurs infrastructures routières majeures à Ouagadougou. 8 axes stratégiques de plus de 22 km ont été réalisés donc pour un coût de 40 milliards de francs CFA. Échangeurs donc de Kosodo, Rocade Nord, Avenir Yenega et Moronaba. Pour les autorités, donc, ces ouvrages traduisent une vision qui lie donc sécurité, mobilité et développement. Alors, monsieur Kourago, peut-on aujourd'hui considérer les infrastructures routières comme des outils stratégiques dans le combat pour la sécurité et le développement du Burkina Faso? Merci à vous. Quand vous prenez le développement, lorsqu'on veut faire une classification du niveau du développement, parmi les critères, les infrastructures modernes occupent la deuxième place, ce qui veut dire que les infrastructures stratégiques, la réalisation des infrastructures stratégiques contribue au développement. Tout d'abord, il faut dire qu'avec ces infrastructures qu'on vient d'inaugurer, vont participer premièrement à la mobilité urbaine. Vous savez, dans la ville, il y a certaines zones parfois qui sont inaccessibles. Mais avec ces voiries nouvellement réalisées, cela va permettre la mobilité des citoyens. Et vous avez parlé également aussi de la sécurité. Vous savez, aujourd'hui, quand vous sortez de chez vous à Ouagadougou, votre première peur, ce sont les accidents. Il y a beaucoup d'accidents qui sont liés du fait que nous avons de mauvaises infrastructures routières. C'est vrai qu'il y a l'indiscipline, l'incivisme des citoyens qui participent à ça, mais l'état aussi des routes cause certains accidents mortels. Je pense qu'avec cette réalisation, cela va aussi contribuer énormément à la sécurité des citoyens en matière de circulation. Ce qu'il faut aussi ajouter, c'est qu'au niveau des échanges économiques internes, cela va a beaucoup facilité les échanges. Quand vous prenez par exemple l'échangeur du Nord, c'est un secteur stratégique. Quand vous voyez, il y a beaucoup d'infrastructures de développement qui sont sur la zone. Deux fois, avant la réalisation de cet échangeur-là, il y a des fois, quand vous arrivez, vous voyez que la circulation est encombrée. On n'arrive pas à avoir des espaces pour pouvoir circuler, alors que ce sont des gros porteurs qui quittent la zone industrielle et qui rallient la ville. Avec cette réalisation, quand vous partez aujourd'hui, vous voyez que la circulation est très fluide, chacun arrive à s'en sortir et il y a moins d'accidents. Si, avec cette infrastructure, nous nous comportons bien en tant que bons citoyens, je trouve que, en tout cas, ça va beaucoup contribuer à réduire le taux d'accidents à Ouagadougou. Et même au niveau sanitaire, vous voyez, quand il y a des infrastructures qui sont suffisamment réalisées, cela participe à embellir notre cadre de vie et à réduire beaucoup d'eau usée. Et ça aussi, ça participe à notre santé. Alors, vous avez tantôt donc parlé de sécurité et développement avec plus de 40 milliards de francs CFA investis. Comment cette nouvelle voirie va-t-elle donc contribuer donc, au quotidien des populations? Oui, ces voiries vont beaucoup contribuer. Vous savez, quand vous prenez nos villes, je pense que nous n'avons pas su anticiper en termes de prospective. Pourquoi? Si vous arrivez aujourd'hui au centre-ville de Ouagadougou avec votre voiture, j'avoue que vous avez des difficultés même à avoir un endroit pour le garer. Pourquoi ça a été comme ça? Moi, je trouve que la prospective a manqué. Voilà. Et au fur et à mesure que le pays progressait, on n'a pas tenu compte de l'augmentation du nombre de la population. Et ça, sincèrement, c'était une faille. Et si aujourd'hui, on veut corriger
les problèmes qui se trouvent au niveau du centre-ville, j'avoue que ça ne sera pas simple. Donc, mais je pense qu'avec la réalisation de ces nouvelles infrastructures-là, cela constitue d'abord une anticipation. Aujourd'hui, Ouagadougou compte près de, si je ne me trompe pas, près de 3 millions de personnes. Vous imaginez dans 15-20 ans à venir, nous serons à combien de millions? Et si, par exemple, on n'a pas su anticiper avec la réalisation des infrastructures de qualité, des infrastructures modernes, comment nous allons nous en sortir? Est-ce qu'on ne va pas se retrouver dans la situation du centre-ville de Ouagadougou aujourd'hui? Et j'avoue que nous pouvons aussi faire une interpellation pour qu'on puisse revoir ce cas-là. Sinon, bon, ce n'est pas simple pour les usagers. Avec les nouvelles routes, c'est les échanges commerciaux internes qui seront améliorés. Voilà, il y a parfois, vous voyez que dans les villes, la circulation des personnes et des biens nécessite des voiries suffisamment bien faites. Voilà, j'estime qu'en tout cas, avec cette nouvelle réalisation à hauteur de plus de 40 milliards, cela vient soulager tout un peuple qui ne demandait que ça. Alors, pour vous, est-ce qu'on peut considérer donc cette politique d'infrastructure comme une nouvelle vision du gouvernement portée par le capitaine Ibrahim Traoré? Bon, bien sûr, bien sûr. Vous savez, depuis l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré à la magistrature suprême, vous avez vu que nous avons accéléré en termes de réalisation d'infrastructures. Ce n'est pas seulement les infrastructures routières. Celui qui aspire au développement sait nécessairement qu'il faut réaliser des infrastructures et les infrastructures de qualité surtout. Aujourd'hui, c'est l'aspect qui compte beaucoup. C'est ce qui a prévalu à la création de l'agence Faso-Mevo, qui aujourd'hui se trouve sur tous les chantiers de développement pour réaliser des infrastructures au profit des populations. Je pense que c'est sur la politique du capitaine Ibrahim Traoré, les infrastructures constituent un axe majeur. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs, vous voyez que même, il prévoit même la réalisation d'une ville moderne. Voilà, avec la construction des habitats en fait en commun, ce qu'on appelle les appartements, pour permettre aux populations de pouvoir bien en tout cas se sentir dans leur ville. Alors pour terminer avec ce sujet, ces réalisations peuvent-elles devenir donc le symbole d'un Burkina Faso résilient, moderne et souverain? Non, vous savez que nous sommes dans une crise sécuritaire et malgré la modestie de nos moyens, nous sommes résilients et malgré tout ça, nous arrivons à réaliser des infrastructures avec nos propres moyens. Alors qu'avant, nous avions des soutiens qui venaient de partout. Il y a beaucoup de partenaires qui nous soutenaient avant, mais malgré tout cela, nous n'avons pas pu réaliser des infrastructures pareilles. Donc, ce qui veut dire que la résilience, elle est claire. C'est aussi la volonté politique qui fait que nous arrivons à réaliser ces infrastructures malgré donc, le peu de moyens. Souvent, les Burkinabés se plaisent de dire que c'est sur fonds propres. C'est ça. Merci beaucoup. Voilà qui est bien dit. Hein. Merci pour ces précisions. Nous quittons à présent Ouagadougou pour Dakar. Le Sénégal donc traverse donc une nouvelle zone de turbulence politique après le limogeage de Ousmane Sonko. Ce départ marque donc un simple tournant politique ou le début d'une crise plus profonde pour la démocratie sénégalaise dans un contexte déjà marqué donc par des tensions politiques et sociales. Plusieurs observateurs craignent une fracture durable. Alors, Monsieur Kouraogo, Ousmane Sonko, limogé de son poste donc de Premier ministre. Aujourd'hui, il est le président de l'Assemblée nationale. Comment accueillez-vous donc cette nouvelle? Vous savez, je dis le Sénégal, dès le départ, c'est-à-dire à l'arrivée au pouvoir du président Diomaye Faye, on sentait déjà que les deux personnes sont dans une aventure ambiguë. Et dès que, quand Diomaye Faye a été installé, vous avez vu qu'en termes d'orientation, de politique interne et de politique extérieure, c'était en déphasage avec ce qu'ils avaient dit pendant la campagne électorale. Ce qui donc a suscité beaucoup d'interrogations chez beaucoup de jeunes en Afrique qui se demandaient, mais au départ, ils prenaient la révolution. Mais dès qu'ils sont arrivés au pouvoir, on a senti que Diomaye Faye est dans la dynamique de la continuité politique de Macky Sall. Vous savez, moi particulièrement, beaucoup de gens avaient espoir, mais moi particulièrement, je n'avais pas trop espoir sur le Sénégal en matière de révolution. Quand vous prenez le Sénégal, depuis son accession à l'indépendance, le Sénégal
a toujours été un bon exemple de la politique française en Afrique. Et je vois mal la France laisser le Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Gabon pouvoir dérouler une politique de souveraineté. Donc, ce qui est arrivé aujourd'hui, pour moi, c'était bien attendu. Aujourd'hui, vous avez vu, la cassure est claire. Diomaye Faye, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, en fait, il s'est laissé en fait emporter par les réseaux france-africains. Je vais parler des forces exogènes qui, par des pressions politiques et des pressions diplomatiques, ont convaincu Diomaye Faye de trahir en fait l'objectif de départ, voilà, du PASTEF. Parce que lui, je pense qu'il s'est engagé dans une politique personnelle qui a trahi en fait voilà, la vision collective qui avait réuni en fait Ousmane Sonko et Diomaye Faye. Et donc du coup, quand par exemple la vision est trahie, il y a bien sûr des fractures internes. Et récemment, vous avez vu depuis plus de 3-4 mois, les deux personnages avaient un discours opposé. Quand ce que Diomaye Faye dit était différent de ce que Ousmane Sonko dit en tant que premier ministre et en tant que premier responsable du parti PASTEF. Donc, c'était bien entendu. Donc, cette situation était bien entendue et elle est arrivée aujourd'hui. Diomaye Faye maintient toujours le levier de la présidence. Aujourd'hui, on apprend que Ousmane Sonko a été élu président de l'Assemblée nationale. Voilà, surtout cette question, est-ce que cela risque aujourd'hui une fracture politique profonde? Bon, c'est bien possible. C'est bien possible parce que quand les gens ont soif du pouvoir, tout peut arriver. Voilà. Aujourd'hui, vous savez, si Ousmane Sonko a été limogé, cela voudrait dire que Diomaye Faye ne se sentait pas en sécurité avec Ousmane Sonko à côté parce qu'il est un grand leader. Ouais. Mais je pense que peut-être aujourd'hui, si ça n'a pas été planifié entre les deux personnes, c'est-à-dire que le fait que Ousmane Sonko soit aujourd'hui président de l'Assemblée, si ça n'a pas été planifié, c'est que Diomaye Faye s'est fait avoir. Il se disait peut-être que comme il est président, quelle que soit la décision qu'il va prendre, cela n'allait pas en fait entacher sa situation en tant que président. Mais voilà aujourd'hui que Ousmane Sonko s'est fait élire président de l'Assemblée nationale. C'est quelqu'un qui est très populaire et qui est politiquement bien assis au Sénégal. Donc, il a la jeunesse. Aujourd'hui, cette scission-là, je trouve que elle est réelle. Et maintenant, c'est les intérêts qui vont pousser ces deux personnes à travailler ensemble pour pouvoir atteindre la période électorale. Mais je crains beaucoup aussi, je craignais beaucoup pour Ousmane Sonko, mais à partir d'aujourd'hui, je pense que cette crainte est levée. Je me disais, bon, comme il avait déjà un dossier judiciaire, c'était un levier sur lequel aussi Diomaye Faye pouvait actionner contre lui ou encore monter un nouveau dossier pour qu'il ne puisse pas en fait accéder. Mais pensez-vous que la collaboration sera fluide? Bon, tout dépendra. Je dis, la collaboration va être un peu difficile. Si c'est une scission réelle, la collaboration sera difficile parce que Ousmane Sonko ne va pas laisser passer certaines choses au niveau de l'Assemblée nationale. Il a la majorité, il a été voté 132 voix sur 133 si je ne me trompe, c'est très élevé. Donc, j'imagine comment Diomaye Faye pourra faire passer certaines lois au niveau de l'Assemblée nationale, surtout des lois qui sont en contradiction avec la philosophie du PASTEF. Alors, pensez-vous que cette crise peut-elle avoir donc des répercussions sur la stabilité de toute la sous-région ouest africaine? Particulièrement, je ne crois pas. Vous savez, le Sénégal n'est pas comme tous les pays. Hein. Voilà, généralement, quand vous revisitez leur politique, c'est vrai que voilà, le Sénégal, c'est un des exemples de la politique, de la démocratie française. Depuis Léopold Sédar Senghor dans les indépendances, c'est-à-dire que ce qu'on a vécu actuellement, le Sénégal l'a déjà vécu hein, avec Léopold Sédar Senghor et Mamadou Dia. Senghor qui était aligné du côté donc, de la politique proche de la France et Mamadou Dia qui avait une orientation beaucoup plus souverainiste. Il a fini par être jeté en prison en 1962. On a déjà vécu ça. Mais le Sénégal, généralement, vous avez vu la crise qui a eu lieu au temps de Macky Sall. Beaucoup s'attendaient à ce que des responsabilités soient prises et que Macky Sall ne termine pas son mandat. Mais Macky Sall a terminé son mandat. Donc, quand on connaît cette politique et cette histoire de la politique sénégalaise, là, on se dit qu'on peut craindre moins. À partir du moment où Ousmane Sonko a été élu président de l'Assemblée nationale, bon, ça oblige les deux partis à travailler ensemble. Si ça n'avait pas été le cas, je pense qu'on
vous n'allez vivre ce qu'on a vécu en 2021-2023 sous le règne de Macky Sall. Beaucoup de manifestations qui avaient malheureusement été à l'origine de la mort de plus de 80 jeunes au Sénégal. Mais je pense que cette fois-ci, la crise peut être jugulée parce que chacun sait que son partenaire, pas son partenaire, son rival tient un levier. L'autre, le pouvoir exécutif, l'autre, le pouvoir législatif. Vous êtes obligés de travailler ensemble. Maintenant, c'est à l'approche des élections qu'il faut craindre en 2029 parce que avec la scission, chacun voudra donc conquérir la magistrature suprême et là, ça peut encore bouillonner. Alors là, vous espérez que la collaboration se passe bien. Au cas où ça prend une autre tournure, quelles solutions pour éviter une radicalisation du climat politique et préserver la paix sociale? Qu'est-ce que vous proposez? Il est de l'intérêt des deux personnes de préserver la paix au Sénégal. Vous savez, aujourd'hui, la sous-région est très, très mal au point. Il y a la crise sécuritaire. Il y a aussi le fait que l'AES s'est détaché de la CEDEAO et nous constituons aujourd'hui un bloc solide et uni. Et aujourd'hui, je sais que Ousmane Sonko, la rivalité entre les deux personnes peuvent aussi être une opportunité parce qu'il y a peut-être un qui sera du côté donc, de l'AES et l'autre sera du côté de la CEDEAO. Là, ça peut en fait contribuer à animer très bien la vie politique. Je pense que ce soit Ousmane Sonko ou Diomaye Faye, chacun connaît très bien la difficulté d'une crise politique. Ils en ont vécu. Ousmane Sonko a fait la prison et savent sous Macky Sall ce qu'ils ont vécu. Et par cette expérience et cette histoire un peu sombre-là, moi je trouve qu'ils vont préserver au moins la peine, c'est ce qu'un tant soit peu. Et c'est maintenant à l'approche des élections qu'il faut craindre. Voilà qui est bien dit. Merci beaucoup, Monsieur Isaka Kourago, pour ces précisions. Je rappelle que vous êtes écrivain et communicant. Merci pour votre disponibilité. Merci à vous. Ainsi s'achève cette émission de Décryptage 360. Ce soir, nous avons analysé deux enjeux majeurs pour notre sous-région, le développement et la souveraineté à travers les infrastructures au Burkina Faso, puis les défis donc politiques et démocratiques au Sénégal. Merci donc à notre invité pour ces analyses et merci à vous pour votre fidélité. Restez connectés à nos pages pour la suite donc de nos programmes. Je vous donne rendez-vous très bientôt donc pour un nouveau numéro de Décryptage 360. Excellente soirée à toutes et à tous. Bonsoir.